Je voulais commencer par remercier les organisateurs et organisatrices de la soirée parce qu'il nous semble que le fait qu'on soit ici toutes et tous réunis alors qu'on n'a pas forcément l'habitude de se croiser et de discuter ensemble, c'est extrêmement précieux parce que dans la période et dans le contexte politique que l'on vit, nos habitudes, on va avoir besoin sans doute de les bousculer et on va avoir besoin d'alliances. Et donc déjà, il nous semble que ce type de cadre et d'échange est extrêmement précieux pour les semaines, les mois qu'on va avoir devant nous. Alors sur comment est-ce qu'on vit la criminalisation, ça a été évoqué. Évidemment, les événements de Lyon en février ont marqué une accélération extrêmement brutale. Et si je ne vais pas revenir en détail sur cette séquence puisque d'autres l'ont fait avant moi, je crois qu'on est beaucoup à avoir été extrêmement choqués par la minute de silence à l'Assemblée nationale. Et que s'il y a un enseignement à tirer de cet épisode, c'est le fait qu'il va falloir être extrêmement solide sur nos appuis parce qu'on n'a pas à s'excuser d'être antifasciste. Et que même quand on est dans la tempête, parce que les vents sont contraires, vous l'avez vu, et des tempêtes, il va y en avoir beaucoup. On ne s'excuse pas d'être antifasciste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, cette accélération brutale, elle a eu pour conséquence la réhabilitation de l'extrême droite. J'allais dire qu'ils étaient sortis plus blancs que blancs de la période, mais oui, forcément. Mais elle a eu évidemment pour conséquence la criminalisation de l'antifascisme. Et ça a eu des conséquences extrêmement concrètes et qui aujourd'hui continuent à se voir. C'est par exemple quand vous avez les mobilisations sur le week-end des 8 et 9 mai, où le préfet de police de Paris, il prend un arrêté d'interdiction, donc Solidaire avec d'autres avait déposé ces initiatives, et quand on lit l'arrêté d'interdiction, on voit deux choses dedans. La première chose, c'est le risque qu'il y ait des slogans qui appellent à la haine en raison de l'appartenance à un groupe, etc. Bon, donc ça doit être le racisme anti-nazi. Et le deuxième truc, c'est qu'il dit, je lis pour être sûr de ne pas dire de bêtises, malgré le rejet du recours de la Jeune Garde contre sa dissolution, l'antifascisme réaffirme sa volonté de perdurer. Et donc vous voyez très clairement le procédé par lequel on vient englober. Et donc évidemment que l'antifascisme va perdurer, parce que pas plus qu'on ne dissout un soulèvement, on ne dissout l'antifascisme. Et c'est d'autant plus nécessaire que l'antifascisme continue, qu'on a d'autres exemples extrêmement inquiétant de la vitesse à laquelle on peut avoir un glissement et à laquelle l'extrême droite, si demain elle venait à arriver au pouvoir, elle disposerait d'outils qui seraient déjà à sa disposition pour mener des politiques extrêmement répressives. Par exemple, dans l'est de la France, à Wapi, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je me trompe des fois sur les prononciations, il y a un cheminot de Sudrail, qui travaille à Exafret, qui est une filiale fret de la SNCF, qui est pris en photo sur une manif le 1er mai avec un fumigène. Jusque-là, pour un cheminot, c'est plutôt normal. Il subit une perquisition, on trouve des fumigènes à son domicile, il passe en procès, et alors qu'il n'y a aucun lien avec sa valeur professionnelle, on va dire, dans le cadre de procédures qui sont en fait des procédures de l'antiterrorisme qui visent dans certaines fonctions stratégiques et clés à éviter que des personnes qui seraient, je sais pas, susceptibles de pouvoir faire dérailler des trains par exemple, puissent le faire. Il y a la possibilité par des enquêtes administratives du ministère de l'Intérieur d'interdire l'exercice du métier. Et dans le cadre de cette procédure-là, pour un fumigène en manifestation, il se retrouve sous le coup d'une procédure de licenciement de son employeur, en mobilisant ce cadre juridique-là. Le deuxième cadre répressif extrêmement préoccupant, et où là l'extrême droite est directement en cause, c'est quand l'extrême droite est en situation d'employeur, notamment dans des mairies. Et depuis les dernières élections municipales, il y a presque une centaine de mairies dans 27 départements qui sont tombées aux mains de l'extrême droite. À Hénin-Beaumont, donc ça c'était déjà une mairie Rassemblement National, le maire lance des procédures disciplinaires contre les militants syndicaux pour s'en débarrasser. C'est des procédures qui sont montées de toutes pièces. Les conseils de discipline qui ne sont que consultatifs disent il n'y a rien, le dossier est vide. On vient d'apprendre il y a quelques jours que 2 militants sud de la mairie d'Hénin-Beaumont étaient exclus de la fonction publique, donc sans traitement, pour respectivement 2 ans
et 1 an. Et donc là, la volonté est claire, c'est d'une part de décapiter, on va dire, la section, et par ailleurs, vous voyez bien que le message qui est envoyé à toutes les personnes qui voudraient s'afficher comme s'organisant pour résister face à cette mairie, le message est extrêmement limpide sur ce qui les attend. C'est la même politique de guerre aux syndicats que mène l'extrême droite, par exemple à Carcassonne, où le maire, à peine élu, a décidé de cibler les organisations syndicales qui a eu l'outrecuidance d'appeler, de soutenir une manifestation de jeunes de la ville qui s'était organisée contre les politiques d'extrême droite, en prenant la décision de les expulser de la Bourse du Travail. Cette mobilisation de l'extrême droite contre le syndicalisme et contre le mouvement social, on l'a vu de manière extrêmement accélérée en 2023. Tout le monde se souvient du mouvement extrêmement puissant contre la réforme des retraites cette année-là, des millions de personnes qui défilent dans la rue. Sur une période de 2 mois, je pense, sur la deuxième partie du mouvement, c'est à Lorient des syndicalistes qui quittent la manifestation, ils conservent leur chasuble sur le dos, ils sont menacés avec une arme à feu dans la rue, ça ne fait pas la une des médias. À Paris, un cortège d'étudiants qui quittent leur université pour rejoindre le point de rendez-vous de la manifestation intersyndicale qui est violemment attaquée par les Zouaves ou le GUD, ils changent de nom tous les 6 mois, donc je ne sais pas à ce moment-là comment il s'appelait. À Poitiers, un syndicaliste, sous ses fenêtres, il y a une troupe d'extrême droite qui vient le menacer. À Perpignan, un piquet de grève de postiers et postières en pleine nuit, 2 voitures débarquent, les occupants descendent, caillassent le piquet de grève, etc. Et si dans le dernier cas, ça n'a pas été revendiqué clairement, donc on ne peut pas être totalement sûr que c'est l'extrême droite, mais si ce n'était pas l'extrême droite, c'en était en tout cas ses méthodes. Et donc si aujourd'hui, on n'a toujours rien compris à la position du Rassemblement national sur la réforme des retraites, ils ne sont toujours pas mis d'accord. Par contre, ce qui est extrêmement limpide, c'est que les groupes d'extrême droite, pendant la réforme des retraites, pendant le mouvement contre la réforme des retraites, s'étaient organisés pour attaquer celles et ceux qui participaient à ce mouvement. Et s'ils ont fait ça, c'est parce que quand nous, on avance, quand nous, on est en mouvement, quand nous, on s'organise et que nos revendications progressent et en tout cas se font entendre haut et fort, eux, ils reculent. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que quand on observe ça, la conclusion qu'on en tire, c'est qu'on est confronté à la nécessité absolue d'organiser la protection de nos initiatives et donc notre autodéfense. Et donc que oui, bien sûr, il faut qu'on soit en capacité de protéger nos manifestations, nos rassemblements, nos piquets de grève, parce que demain, si on n'est plus en capacité de le faire, on va renoncer à prendre ces initiatives, et ça c'est inacceptable, comme il est inacceptable que dans certaines villes, comme à Lyon, des personnes, en raison de leur origine, de leur religion réelle ou supposée, ou de leur couleur de peau, puissent se sentir en danger quand ils se promènent dans la rue. Donc oui, il faut organiser notre autodéfense, parce qu'il y a 2 manières de nous faire taire. Il y a l'inversion politique qu'on a observée ces derniers mois, où les antiracistes deviennent racistes et les antifascistes deviennent les fascistes. Mais il y a cette manière beaucoup plus triviale qui est de faire régner la terreur pour dissuader les gens de participer aux initiatives du mouvement social. Et comme on est cohérent et qu'on affirme la nécessité d'organiser notre autodéfense, on affirme aussi très clairement notre solidarité avec les antifascistes qui sont victimes de la répression. Et on dit aujourd'hui toute notre solidarité avec les antifascistes qui sont emprisonnés en France et en Europe. Et je terminerai juste en disant que l'autodéfense populaire, certes, c'est défendre et protéger nos manifestations, nos rassemblements et nos piquets de grève, mais c'est aussi être en capacité, partout sur nos lieux de travail, et c'est là qu'on observe aussi l'importance d'avoir des organisations syndicales qui se saisissent et qui se revendiquent de la question de l'antifascisme, être en capacité de riposter partout où l'extrême droite essaye de s'implanter. Et donc c'est par exemple quand Fayard tente une grande campagne d'affichage de promotion du livre de Bardella dans les gares et dans les stations RATP, c'est la campagne de Sudrail et de Solidaire RATP qui permet de faire annuler la campagne d'affichage. C'est la grève des salariés de Bayard Presse qui permet d'empêcher l'arrivée à la direction du groupe d'un proche de Pierre-Édouard Stérin. C'est la grève intersyndicale d'intermittents à Aix-en-Provence qui permet de faire annuler une nuit du bien commun. Et c'est des choses peut-être moins spectaculaires, mais par exemple, les organisations syndicales se retrouvent en gestion des activités sociales et culturelles dans les CSE, ce qui s'appelait avant les comités d'entreprise. La consigne qu'on donne, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est que pas un seul euro
de ces activités ne doit aller à financer les milliardaires qui aujourd'hui mettent leur fortune au service des politiques d'extrême droite et au service de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Et donc très concrètement, qu'on ne propose pas des smart box ou des billets du Puy du Fou via les activités du CSE. Et le syndicalisme, évidemment, il a un rôle extrêmement important à jouer dans la lutte contre l'extrême droite, mais il ne pourra rien faire seul. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on construise, je le disais en introduction, des alliances extrêmement larges. Parce que oui, il faut l'autodéfense, mais il faut surtout être le plus nombreux et nombreuses possible. Et l'exemple des mobilisations antifascistes du week-end des 8 et 9 mai, où des organisations syndicales, des partis politiques, des associations, des collectifs antifascistes se sont organisés ensemble, ont assumé la diversité des tactiques, ont assumé la nécessité aussi d'une éventuelle confrontation. Le résultat, c'est que pour la première fois depuis des années, à Paris, la marche néo-nazie n'a pas pu défiler. C'est évidemment une victoire, mais elle n'est pas suffisante. Et l'année prochaine, en 2027, on sera confronté à un défi d'une toute autre ampleur. Mais on a derrière nous l'exemple de 2024 où on nous prédisait que tout était écrit, que l'extrême droite allait arriver au pouvoir. Et c'est par cette même mobilisation du mouvement social et des forces organisées, mais aussi de milliers, de dizaines de milliers de personnes, pas organisées, mais qui à ce moment-là se sont levées, se sont mobilisées pour justement faire en sorte que cela n'arrive pas, que nous avons réussi à le mettre en échec. Et en 2027, nous verrons si cela était un sursis ou un sursaut. Nous devons tout faire pour que cela soit un sursaut. Dans tous les cas, on va devoir se serrer les coudes, on va devoir serrer les rangs. Et quoi qu'il arrive, il nous faudra des mobilisations. Et donc c'est pour ça que dès maintenant, il faut s'organiser. Merci beaucoup.